Salut apprenti, critique et analyse du troisième épisode de la deuxième saison de The Mandalorian. Quel bonheur cet épisode. Pour moi, il est au-dessus des deux précédents. Ce troisième épisode de la deuxième saison The Mandalorian est le chapitre 11 intitulé The Heiress, soit l'héritière en français. En toute logique, il reste dans la continuité directe des deux premiers épisodes. Je pense que ça va être ainsi pour toute la saison. On pourra facilement raccorder les épisodes les uns après les autres pour n'en faire qu'un film unique. Comme à chaque fois, la musique reste suffisamment discrète pour ne pas prendre le devant de la scène, mais juste ce qu'il faut et au bon moment pour accompagner la scène qui se déroule sous nos yeux. On peut noter que l'épilogue donne à chaque fois une information qu'on retrouvera dans l'épisode. Ici, en plus du résumé habituel du précédent épisode, on nous remontre un passage de la première saison où il est fait mention du code des Mandaloriens, le fait de ne jamais retirer le casque. Avant de passer à la partie avec spoiler, il est à noter que la scène d'ouverture est iconique de la saga Star Wars, à savoir un plan dans l'espace où on voit une planète très proche et un vaisseau qui rentre dans le cadre, puis la caméra le suit. Ici, on a une géante gazeuse et on voit apparaître la lune Trask ayant de grands océans. On n'a pas d'infos s'il s'agit d'une lune océanique ou s'il y a juste des océans avec des continents un peu comme la Terre. Nous voilà dans la partie avec spoilers. Après le plan sur le vaisseau dans l'espace, la caméra s'attarde sur ses occupants, Mando, l'enfant et la crapaud en train de dormir. Mais le plan sur le mini Yoda fait penser qu'il est en méditation. Bon, il n'en est rien vu qu'il pionce comme tout le monde. À se demander si Yoda n'était pas en train de dormir à chaque fois. Cet épisode apporte beaucoup d'éléments et fait avancer l'intrigue globale à grands pas. Il n'y a pas que l'intrigue autour de Mando et l'enfant, mais aussi la série se rattache de plus en plus à ce qu'il se passe dans le reste de la galaxie. Montrant ainsi, malgré les histoires tranches de vie qu'on a à chaque épisode, cela s'entremêle avec l'histoire galactique. Avant de rentrer dans le détail de l'intrigue avec l'enfant et l'intrigue galactique, parlons des passages comiques. Le running gag principal depuis la fin du précédent épisode est l'état déplorable du Razor Crest. Il arrive sur Trask en morceaux, la tour de guidage relance plusieurs fois Mando de ralentir, celui-ci arrivant in extremis à ne pas s'écraser sur le quai d'atterrissage, mais finit par tomber dans l'eau sous le regard dépité du docker Mon Calamari. Celui-ci répare d'ailleurs le Razor Crest avec des bouts de ficelle, juste ce qu'il faut pour que Mando puisse repartir vers sa prochaine destination. L'un des trois nouveaux amis de Mando évoque le fait que les Stormtroopers ne sont pas capables de toucher un Banta. Et on a encore des scènes où on se demande si l'enfant ne va pas encore manger les œufs. Ce qui est clair, c'est que le personnage encapuchonné sur les docks n'est pas Sabine Wren de The Clone Wars. Mando cherchait au moins un Mandalorien, il en a trouvé 3. Ou plus exactement, ce sont eux qui l'ont trouvé. Leur arrivée, vraiment stylée. Efficacité mandalorienne, qu'on va retrouver tout le long de l'épisode. Parmi les 3 Mandaloriens, il y a la femme mystère des docks, un homme et Bo-Katan, reconnaissable bien sûr par sa coupe de cheveux. Oui, la Bo-Katan de The Clone Wars, qui entre autres était la dernière Mandalore. Et nous avons lors de leur rencontre l'explication du pourquoi certains Mandaloriens enlèvent leur casque sans problème et d'autres, comme Mando, en font un point d'honneur à ne pas l'enlever. Et ça, c'est plaisant que la série ne balaye pas d'un simple revers de main ce qui s'est passé dans les autres œuvres Star Wars. La raison est toute simple, le fait de ne pas enlever son casque en présence d'autres êtres vivants est la façon traditionnellement ancienne des Mandaloriens, alors que les nouvelles générations ont adopté le fait de pouvoir retirer leur casque à volonté. Bon, on n'a pas l'explication de ce changement de code, mais au moins ça apporte une explication. D'ailleurs, on apprend, pour ceux qui ne font pas partie des connaisseurs l'ayant remarqué, Mando fait partie, sans le savoir, de la Death Watch, une faction ultra traditionnaliste du code mandalorien. Bo-Katan souhaite récupérer son trône et pour cela, évidemment, il va falloir récupérer le sabre noir. Tu sais, le sabre laser que possède le Moff Gideon, qui fait d'ailleurs son apparition holographique dans l'épisode avec sa bonne humeur habituelle. L'attaque du vaisseau cargo A4 fait très clairement penser à une attaque d'un train dans un western. Comme quoi, on ne s'éloigne jamais très longtemps du western galactique. Tout fait penser à l'attaque d'un train. Le fait qu'il reste au départ en basse altitude et à la fin le commandant souhaitant s'écraser sur la planète peut faire penser au train qui va droit vers un pont non fini au-dessus d'un ravin de plusieurs dizaines de mètres.
Lorsque le groupe de Mandaloriens arrive sur le cargo, que ça soit à l'extérieur ou à l'intérieur, tout est en longueur, compartimenté comme un train. Bon, durant la scène du cargo, Bo-Katan l'a fait à l'envers et abuse du fait qu'elle connaisse un Jedi pour changer les termes de l'accord qu'elle avait avec Mando. Elle souhaite à tout prix récupérer le vaisseau, mais surtout avoir l'information sur le sabre noir. Je pense qu'elle a menti à Mando au départ pour s'assurer qu'il participerait à l'attaque, vu qu'il s'agissait simplement de voler la cargaison à la base. A voir ce que cela va donner plus tard, vu que déjà il n'était pas très chaud qu'ils enlèvent leur casque, alors le fait qu'ils modifient leur accord ainsi, ouais, ils ne partent pas d'un bon pied. Et là, grosse révélation à la fin. Même si je m'y attendais lorsque Bo-Katan a évoqué un Jedi tôt dans l'épisode, et au vu de la popularité de ce personnage, c'est... La prochaine mission de Mando est d'amener l'enfant à Ahsoka Tano, la Ahsoka Tano, Padawan d'Anakin Skywalker, devenu chevalier Jedi, il me semble, avant de se faire expulser de l'ordre Jedi. Lorsqu'il lui a été proposé de revenir, elle a bien sûr refusé. Elle a affronté Dark Maul et survécu. Elle a vaincu un inquisiteur Sith et a aussi un style de combat très intéressant en utilisant 2 sabres laser, plus courts que les autres sabres laser, et en inversant les lames la plupart du temps. D'ailleurs, ces sabres laser ont une lame blanche. A noter que les cristaux proviennent de l'inquisiteur qu'elle a tué. Elle les a purifiés grâce à la force. Elle est la seule connue ayant des larmes blanches, exprimant le fait qu'elle est du côté lumineux de la force tout en n'étant pas affiliée à l'ordre Jedi et donc ne suivant pas ses préceptes. J'ai vraiment hâte de voir ce personnage à l'écran, j'espère que le costume sera bien fait. Croisons les doigts. J'espère aussi que l'actrice cascadeuse Lauren Mary Kim jouera ce rôle et d'ailleurs je pense qu'il y a de fortes chances vu que c'est avec elle qu'il y a eu la motion capture d'effectuer pour le combat Dark Maul contre Ahsoka Tano dans The Clone Wars. De plus, en regardant sur IMDb, tu verras dans sa bibliographie des Marvel, mais surtout qu'elle a déjà été 3 fois cascadeuse sur les plateaux de The Mandalorian. Ça annonce vraiment du bon pour la suite. N'hésite pas à mettre un commentaire, si tu as aimé mets un pouce bleu et partage la vidéo, ça fait vraiment plaisir. Et abonne-toi.